Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Mais on n'a pas commencé, c'est bon. 1, 1, ouais. Bon, bah, tiens, Et ben, je vous propose qu'on poursuive avec cette deuxième table ronde qu'on a intitulée Deuil et aidance en milieu scolaire et universitaire, incidences et démarches pilotes de prévention et d'accompagnement. Et je remercie pour commencer Aurélie Intas, qui est professeure des universités et directrice du laboratoire de psychopathologie et processus de santé de l'université Paris-Cité, qui va présenter une communication intitulée Être adolescent et jeune aidant, impact sur le bien-être et la scolarité. Et j'ai oublié de remercier Aurélie et Géraldine au début, mais juste dire qu'effectivement le sujet deuil et aidant dont on a parlé depuis le début, il a été initié avec un AMI de la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie, dont vous êtes partie, Aurélie et Géraldine, et c'est ça qui a permis de lancer une revue de littérature, une petite recherche exploratoire de Morgane, et donc vous étiez dans la boucle, et pour ça, grand merci. 20 minutes. Je peux parler dans ce micro-là, non? Bonjour à tout le monde, c'est bon? Ok, eh bien, je vais mettre mon chrono parce que on m'a dit 20 minutes, donc je vais tenir 20 minutes. C'est parti. Moi, on va un peu décaler le sujet. Je vais vous parler des jeunes aidants. Je ne suis pas du tout une spécialiste du deuil, et voilà, ça ne marche pas. C'est super. Si. Un jeune aidant, qu'est-ce que c'est? D'après les définitions internationales, on considère que c'est un enfant, un adolescent, donc jusqu'à 18 ans, qui va apporter une aide régulière, significative à son foyer, et parce que dans son foyer, il y a une personne qui a un problème de santé, une maladie physique, une maladie mentale, un handicap ou qui est en perte d'autonomie. Et donc on va parler de jeunes adultes aidants entre 18 et 25 ans, mais parfois on parle de jeunes aidants, voilà, en dessous de 25 ans. Ça peut arriver aussi qu'on mélange les termes. Ce qu'on sait, c'est que ces enfants, ces adolescents, ces jeunes adultes, eh bien, ils aident le plus souvent un parent, un frère ou une sœur ou un grand-parent. Et quelle aide est-ce qu'ils apportent? Ils peuvent apporter de l'aide au niveau de la gestion des tâches ménagères, s'occuper des frères et sœurs, aider aussi dans tout ce qui est administratif, voire travailler quand ils sont en âge de travailler pour aider financièrement le foyer. Et puis, donc ça, c'est des tâches que tous les jeunes peuvent apporter, quelle que soit leur situation. Mais les jeunes aidants, ils vont en plus apporter des aides spécifiques, souvent un soutien moral aux proches qui est malade. Et puis, ils peuvent aussi apporter des soins personnels, médicaux, des soins infirmiers ou aider à la toilette, par exemple, dans certaines situations. Donc finalement, ils aident comme les aidants adultes. Et cette aide, elle peut apparaître très tôt. Il y a des travaux internationaux qui montrent que dès l'âge de 4-5 ans, un enfant va pouvoir apporter une aide qui est déjà importante par rapport à son âge. Alors dans la définition que je vous ai donnée, je vous ai dit un jeune aidant, c'est un jeune qui apporte une aide régulière et significative. Mais qu'est-ce que c'est régulier, significatif? C'est un peu difficile. Il y a le spécialiste des jeunes aidants qui s'appelle Saul Baker qui a proposé de situer les choses sur un continuum d'un faible niveau d'aide et de responsabilité à un niveau d'aide très important et qui du coup s'évalue sur différents critères, la question de la quantité de l'aide qui est apportée, de la régularité, de la complexité aussi des tâches qui vont être apportées, du temps qui est consacré au quotidien, au niveau de la semaine, des tâches qui vont impliquer aussi de l'intimité, par exemple si on aide à faire la toilette, et de la durée, quand est-ce qu'elle a commencé. Et du coup, sur un côté du continuum, on va avoir des activités de routine qui vont être appropriées à l'âge de l'enfant et aussi à sa culture. Et puis, du côté extrême, ça va être une aide considérable, quotidienne, significative, qui va être indispensable et qu'on va considérer comme inappropriée au regard de l'âge et de la culture du jeune. Alors en France, la question des jeunes aidants, elle est arrivée assez tardivement par rapport à d'autres pays. Alors je ne vais pas refaire tout un historique, mais je vais juste situer quelques points clés qui vont aussi permettre de situer les travaux que je vais vous présenter ensuite. Ça a commencé en 2014 avec les ateliers Cinéma Répit en Essonne qui ont été construits par Françoise Élien avec d'autres personnes et qui ont donné lieu ensuite à la création de l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble.
Et nous, à l'université, on a découvert vraiment cette thématique en 2017, où on a construit un premier projet de recherche. Et la fin de cette année-là, il y a eu aussi des premières données d'une enquête Ipsos Novartis qui montrait un peu qui étaient ces jeunes. Et dans la suite de ce premier projet de recherche, on a développé d'autres travaux que je vais vous présenter. Mais sur ce qui est marquant et qui va faire aussi bouger les choses en France, c'est qu'en 2019, alors on va co-organiser un premier colloque sur les jeunes aidants avec l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble. Et puis surtout, le gouvernement va se mobiliser avec une première stratégie Agir pour les aidants, au sein de laquelle les jeunes aidants vont être identifiés, donc avec la priorité numéro 6 qui s'appelle « Épauler les jeunes aidants ». Il y a des collègues sur le plan international qui ont proposé une classification des pays selon leur état d'avancement autour de la question des jeunes aidants. Donc vous voyez, c'est un classement qui va de 1 à 7. 1, ce serait le niveau idéal, où les jeunes aidants sont pleinement reconnus, accompagnés. Et puis le niveau 7, qui serait sans réponse. Et ce classement, il se base sur les politiques publiques en faveur des jeunes, l'état d'avancement de la recherche scientifique et aussi des services d'accompagnement. Donc là, vous voyez, il y a un classement de certains pays. En 2017, la France se situait à l'état d'éveil et maintenant, on est considéré comme étant à l'état émergent. Mais vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail. Le pays le plus avancé, c'est le Royaume-Uni, qui travaille sur cette question depuis de très nombreuses années et où eux, ils ont vraiment, par exemple, des bourses pour les jeunes aidants, enfin une vraie reconnaissance sur certains aspects, et puis des services qui existent sur l'ensemble du territoire. Même si ça n'est pas parfait, ils sont quand même très avancés sur cette question. Donc nous, je vous disais, on a développé un programme de recherche pour mieux connaître les jeunes aidants et mieux les accompagner, donc à partir de 2017 avec ma collègue Géraldine Dorard. Et ce programme, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'identifier les jeunes aidants en France. Le deuxième, c'est d'étudier les facteurs de protection et de vulnérabilité liés à cette situation. Du coup, de caractériser leurs difficultés et puis de développer et évaluer des interventions pour les aider. Donc on a développé un certain nombre de recherches depuis cette année-là. Ça a été très, on va dire, ça nous a beaucoup stimulé, ça nous stimule encore beaucoup. Et pour que vous compreniez un peu comment on a pensé les choses, donc au centre de nos questions, il y a les jeunes aidants. Les premières questions qu'on s'est posées, c'est vraiment qui ils sont, quelles difficultés est-ce qu'ils rencontrent, quels sont leurs besoins. On a développé 3 premières études dont je vais vous présenter quelques résultats, et puis ensuite d'autres, et Morgane prendra la suite pour vous donner certains résultats. Ensuite, on a développé très vite une collaboration que Françoise Élien a indiqué tout à l'heure, où justement l'association JAD nous a sollicité pour évaluer les dispositifs qu'ils proposaient pour les jeunes. On s'est aussi dit que les jeunes au quotidien, ils sont à l'école et on s'est demandé, les professionnels de santé, est-ce qu'ils connaissent ces jeunes, qu'est-ce qu'ils s'en représentent, et on a vu dans nos travaux qu'ils ne connaissaient pas les jeunes aidants, que c'était difficile pour eux en fait de se représenter un jeune qui aidait, et que quand ils en rencontraient finalement, ils ne savaient pas trop quoi faire pour les aider. Et puis les jeunes au quotidien, ils sont avec leurs proches aidés, et ce proche aidé en général est accompagné par les professionnels de santé. Donc on s'est aussi demandé comment ces professionnels de santé se représentent les jeunes aidants, est-ce qu'ils les ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cadre, et on voit que leurs connaissances et leurs pratiques sont peuvent être largement améliorées, on va dire, parce qu'ils connaissent mieux, ils ont des représentations qui sont assez proches de celles des professionnels à l'école. Et puis plus récemment, on a développé une étude sur les parents, les parents malades, pour voir comment eux se représentent l'aide de leurs enfants. Et puis on travaille sur des projets qui visent vraiment à développer des interventions aussi pour mieux accompagner les professionnels. Voilà pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte. Maintenant, je vais rentrer dans le vif de quelques résultats et qui concernent donc les adolescents, puisque ma présentation devait porter là-dessus.
Donc on va voir un peu quelles sont les caractéristiques de ces jeunes, des proches aidés et l'aide qu'ils apportent et l'impact que ça peut avoir. Et pour ça, donc je vais vous présenter les résultats de 3 études. Elias, c'est une étude dont on a les résultats qui sont très récents, qui a été faite au collège. Adoker, c'est auprès de lycéens. Et Campus Care, c'est auprès d'étudiants. Et donc les étudiants, c'est plus des adolescents, ou des adolescents, on va dire, qui vont vers l'âge adulte. Mais je trouvais intéressant de voir ça un peu dans une perspective développementale. Donc pour vous donner quelques informations, voilà, il y a eu un certain nombre de participants dans ces études. Pour l'étude au collège et au lycée, c'était vraiment à l'école, on est allé les interroger dans les établissements sur un temps scolaire. Donc on a un échantillon qui n'est pas pleinement représentatif, ce n'est pas une étude épidémiologique, mais on avait quand même globalement un très bon taux de participation. Et pour les étudiants, c'est une enquête qui s'est faite en ligne et qui s'est faite dans la période Covid, donc c'est aussi à prendre en considération par rapport à certains résultats. Alors ils ont tous complété un certain nombre de questionnaires, là je vous ai listé, c'était vraiment pour essayer de comprendre leur situation familiale, de voir ce qu'ils apportaient comme aide au quotidien, comment ils percevaient cette aide et puis après des mesures associées à la scolarité et à leur bien-être. Donc d'abord en termes de prévalence ou de proportion, ce qu'on voit chez les collégiens, c'est qu'il y en a à peu près 30% qui ont un proche malade. Et si on regarde parmi eux qui apportent une aide régulière significative, il y en a à peu près 12%. Donc c'est quand même une proportion importante, ça veut dire que par classe, il y a à peu près 3 adolescents qui peuvent être considérés comme des jeunes aidants. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont tous des difficultés, mais ça veut dire qu'ils ont tous un proche malade et qu'ils aident régulièrement au sein de leur foyer. Si on regarde les lycéens, la proportion de confrontés est un peu plus importante et de jeunes aidants aussi, ils sont autour de 14%, donc ce qui fait 3 à 4 par classe. Et si on regarde au niveau des étudiants, cette proportion augmente encore. Il y en a 63% qui rapportent avoir des proches avec des problèmes de santé et il y en a presque 16% qui peuvent être considérés comme jeunes adultes aidants, ce qui fait à peu près un étudiant sur 6. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une augmentation au niveau de l'âge. Alors cette augmentation, elle peut s'expliquer par différentes raisons. D'une part, parce que plus on grandit, plus on a de risques d'avoir un proche malade. On a aussi probablement plus de capacité à identifier la maladie du proche, et on va le voir que chez les étudiants, probablement ils sont plus informés des maladies et plus conscients de certaines maladies. Et il y avait une autre raison, mais qui m'a échappé, c'est pas grave, elle va me revenir au fur et à mesure de ma présentation. Alors globalement, donc là vous avez les moyennes d'âge, la majorité de ces jeunes, ils ont des frères et sœurs. Et puis, on voit qu'il y a une large proportion de femmes, ou de jeunes filles, d'adolescentes qui sont jeunes aidantes. Donc, vous voyez autour de 70% chez les collégiens et 85% chez les étudiants. Donc, ça a aussi tendance à augmenter avec l'âge. Au niveau des proches aidés, je vous ai dit au début de la présentation, dans la majorité des cas, ils aident un parent. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé. Même chez les étudiants, on voit que en fait, c'est plus les mères qui sont aidées. Et ensuite, il y a la fratrie et les grands-parents. Et avec une petite spécificité pour les collégiens, c'est qu'ils aident plus souvent qu'ils ont un proche aidé qui est malade, qui est plus souvent un grand-parent. Alors, dans la majorité des cas, ils vivent aussi avec ce proche aidé, mais il y a un certain nombre de fois où le proche aidé ne vit pas au domicile, ils peuvent vivre à côté, pas loin du foyer, notamment dans le cas des grands-parents ou quand les parents sont séparés. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont plusieurs proches aidés, donc ce qui augmente aussi les risques d'apporter une aide importante. Et ça augmente vraiment avec l'âge, puisque les étudiants ils vont avoir plus de proches aidés. Au niveau de la perception du soutien, ce qu'on voit, parce que nous on a quantifié l'aide qu'ils apportaient, mais on leur a aussi demandé s'ils avaient l'impression d'aider au quotidien. Et on voit qu'il y a une proportion non négligeable qui ne se rend pas compte qu'elle aide, et que cette proportion, évidemment, elle est plus importante chez les collégiens et les lycéens par rapport aux étudiants. Donc en gros, les étudiants vont plus facilement se rendre compte qu'ils aident par rapport aux adolescents. Et en ce qui concerne les maladies du proche,
ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des cas, ils vont aider un proche qui a une maladie somatique grave, donc cancer, diabète, etc. Et dans une moindre mesure pour des problèmes de santé mentale ou de handicap. Mais, vous voyez, ici, pour les problèmes de santé, les étudiants rapportent vraiment beaucoup plus de proches qui vont avoir des problèmes de santé mentale. Donc ça, nous, on l'a vraiment expliqué par le fait que quand on est adulte, on doit mieux se rendre compte, par exemple, de qu'est-ce que c'est les symptômes d'une dépression, d'une schizophrénie, et du coup être en mesure de capter ça, mais aussi probablement que quand on devient jeune adulte, il y a plus de risque d'avoir un proche avec un trouble de santé mentale, parce qu'il y a plein de troubles qui se développent au niveau de l'adolescence et de l'émergence de l'âge adulte. Au niveau des activités d'aide, on a donc une échelle qui permet de quantifier l'aide que les jeunes apportent. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, ils apportent des niveaux d'aide similaires quand on les regarde généralement. Sauf que ici, quelque chose d'assez surprenant, c'est que les lycéens aident un peu plus de manière significative que les étudiants. Donc ça nous a un peu surpris. Après, il faut revoir, il faut contextualiser par rapport à l'échelle. C'est une échelle qui fait une mesure assez grossière de l'aide et qui est probablement pas bien adaptée au contexte des étudiants, qui ne va pas assez finement mesurer toutes les aides qu'ils peuvent apporter, parce que c'est une échelle qu'on peut utiliser aussi avec les enfants. Donc voilà, il faut que les items y parlent à tout le monde. Mais malgré tout, je vais vous montrer quelques détails. Dans cette échelle, on a une mesure des tâches domestiques. Donc là, on voit que, quelle que soit la population, ils aident de la même manière au niveau des tâches domestiques. Au niveau du soutien émotionnel aussi. Au niveau des frères et sœurs, donc le fait de s'occuper des frères et sœurs, on voit que les collégiens et les lycéens vont davantage s'occuper des frères et sœurs que les étudiants qui, pour certains, ont aussi quitté le foyer ou le domicile. Et puis pour l'aide personnelle et intime, on voit que les lycéens apportent plus d'aide personnelle et intime que les étudiants. Donc ça aussi probablement c'est lié au fait qu'ils qu'ils habitent plus forcément avec le proche aidé, même si peut-être aussi ça peut être expliqué par le fait que les étudiants rapportent beaucoup plus à avoir des proches avec des problèmes de santé mentale, et que dans le cadre de la santé mentale finalement on va être peut-être moins amené à apporter de l'aide au niveau personnel, intime. Sur la gestion du domicile, on voit que les lycéens et les étudiants vont apporter plus d'aide à ce niveau-là que les collégiens. Et au niveau du soutien financier administratif, là, il y a une vraie augmentation avec l'âge. Plus on grandit finalement, plus on apporte d'aide à ce niveau-là. Je vais vite, mais parce qu'il faut que je tienne en 20 minutes. Au niveau de la santé et de la qualité de vie, on a comparé les jeunes aidants par rapport aux autres jeunes, et ce qu'on observe, c'est que tous, globalement, ils vont rapporter une moins bonne qualité de vie que leurs pairs, et ils ont plus souvent eux-mêmes un problème de santé. Donc c'est pas parce qu'on aide un proche malade qu'on n'a pas soi-même des difficultés. Et ce qu'on a observé qui ensuite est spécifique aux adolescents et aux jeunes adultes, c'est que, alors c'est aussi parce qu'on n'a pas mesuré les mêmes choses dans toutes nos études, mais les lycéens et les étudiants rapportent une moins bonne santé mentale, et les étudiants plus spécifiquement une moins bonne satisfaction de vie. Et alors après, là, chez les collégiens, on a une mesure assez précise de la qualité de vie sur plein de dimensions, qui donne des précisions à ce niveau-là, mais je ne vais pas détailler. Pour la scolarité, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que alors même si on nous dit que le redoublement n'existe plus ou presque plus, il existe suffisamment pour qu'on capte des effets, puisque chez les lycéens et les étudiants, ils rapportent qu'ils ont plus souvent redoublé quand ils ont été jeunes aidants, et ils ont le sentiment de moins bien réussir à l'école que leurs camarades. Et ça, ce sont des effets qu'on n'a pas observés chez les collégiens.
Donc ce serait vraiment au niveau du lycée que ça s'observerait. Et puis chez les étudiants, on observe aussi qu'ils ont plus souvent eu leur baccalauréat sans mention ou avec une mention passable, et qui sont plus souvent dans des filières de soins et de santé, et qui choisissent plus souvent des formations à distance. Donc l'idée de s'orienter vers des carrières de soins et de santé, ce serait vraiment l'idée que finalement ils ont développé des compétences dans ce cadre-là, donc ils s'orientent plus vers ce type de formation, et puis des formations à distance pour pouvoir rester au domicile ou proche du domicile pour aider le proche malade. Alors, un petit mot pour terminer. Qu'est-ce que ça nous a donné comme perspective, ces recherches? Oula, il y a un problème dans mes animations, c'est pas grave. L'étude Elias que je vous ai présentée, c'était une étude pilote transversale, et là, en fait, on est en train de mener une étude de suivi dans des collèges pour vraiment suivre les collégiens de la 5e à la 3e, pour voir comment leur situation évolue, peut-être qui est confronté à la maladie et va devenir jeune aidant au cours du collège, et quel impact du coup ça va avoir sur leur qualité de vie, sur leur scolarité, et aussi les orientations en fin de collège. Et puis on a d'autres questions, notamment on s'est beaucoup intéressé aux adolescents, jeunes adultes, parce que c'était plus facile pour nous de les interroger, mais on souhaite aussi maintenant s'intéresser plus aux enfants, puisque je vous ai dit tout à l'heure, l'aidance elle commence très tôt, dès l'âge de 4-5 ans. Et puis, à travers les différentes études ensuite qu'on a déployées, on a aussi des recherches qui cherchent à spécifier, dans jeune aidant, en fait, c'est un grand terme pour beaucoup de situations très différentes, en fonction du proche aidé, de la maladie, aussi du risque de se retrouver, du risque létal de la maladie, et du coup, tout ce qui a pu être dit aussi précédemment autour du deuil, l'idée c'est aussi d'explorer des sous-groupes par la suite. Donc en termes de message, de mon take message, on peut dire que les jeunes aidants, ils sont nombreux, que leur situation, elle a un impact sur leur bien-être et leur scolarité, et on voit qu'il y a des spécificités qui jouent entre les adolescents au collège, au lycée et ensuite post-bac. Que maintenant que vous avez entendu parler de ces jeunes, vous pouvez participer à favoriser leur prise en compte et leur accompagnement. Et puis, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous, notre équipe. Je vous ai mis le site, le mail, et je voulais terminer en vous disant qu'on organise un colloque en octobre prochain sur la question des jeunes aidants avec l'association nationale JAD sur c'est quoi aider, regard croisé d'experts, et je vous remercie de votre attention. Donc rebonjour à tous et à toutes. Donc j'interviens aujourd'hui pour vous présenter les résultats de l'étude JADISP qu'on a menée avec Nicolas et Cécile ici présents, qui est donc une recherche qualitative exploratoire en psychologie qui porte sur la perception des interférences entre processus de deuil et scolarité des jeunes aidants. Et donc cette étude avait bénéficié du soutien financier de la Fondation OSCIR. Donc je ne vais pas du tout revenir sur la définition des jeunes aidants parce que je pense qu'Aurélie l'a suffisamment fait, mais l'aide apportée par les jeunes aidants a de nombreuses conséquences sur le jeune, y compris sur la scolarité. Pareil, les intervenants précédents ont bien insisté sur les incidences multiples de la perte d'un proche sur la scolarité du jeune. Donc je ne vais pas détailler plus que ça, mais ce travail de recherche s'inscrit dans la continuité des travaux sur les incidences du deuil sur la scolarité, et notamment documentées dans le cadre de l'orphelinage. Donc on a des études sur les conséquences de la jeune aidance sur la scolarité d'un côté, on en a d'autres sur les conséquences de la perte d'un proche sur la réussite scolaire des jeunes. Mais finalement, quid des répercussions de la perte du proche aidé sur la scolarité des enfants, adolescents et jeunes adultes aidants endeuillés? Et donc c'est pour ça que l'objectif de notre étude, c'était d'explorer les incidences du deuil des jeunes aidants et jeunes adultes aidants sur leur scolarité et leur projet professionnel. Donc nous avons interrogé 16 jeunes aidants et jeunes adultes aidants endeuillés qui avaient entre 10 et 25 ans au moment du décès du proche.
Ils devaient avoir perdu la personne qu'ils aidaient au minimum 6 mois et au maximum 10 ans avant l'entretien, laissant aux jeunes le temps d'assimiler l'annonce du décès, tout en favorisant au maximum le maintien de leurs souvenirs. Donc les participants débutaient leur passation par le remplissage d'un questionnaire sociodémographique en ligne, puis ils ont rempli la Youth Activities of Caregiving Scale qui permet de mesurer l'aide apportée des jeunes sur leurs proches, et ils ont par la suite participé à un entretien semi-directif en visioconférence qui avait pour objectif d'explorer comment se sent le jeune et comment il vit sa scolarité au moment de l'aidance et après le décès du proche. Et donc, pour les données quantitatives fournies par la passation de l'Ajax, on a fait des analyses descriptives et les entretiens ont fait l'objet d'une analyse thématique de contenu. Donc, concernant les résultats, donc, tout d'abord par rapport aux données sociodémographiques, on voit que l'échantillon est quasi exclusivement 100% féminin, avec 14 femmes pour 2 hommes. La moyenne d'âge au moment du décès du proche était de 17,9 ans. Plus de 60% des jeunes interrogés étaient en études supérieures au moment des entretiens. Et concernant le lien avec le proche aidé, plus de 75% des proches aidés étaient un parent du jeune. Et la pathologie la plus fréquente qui en ressort à plus de 70% aussi, c'est le cancer. Par rapport aux résultats donnés par l'Ajax, l'aide la plus apportée par ces jeunes-là, c'est le soutien émotionnel. Donc, une partie des résultats des entretiens porte sur la santé physique et psychique du jeune depuis la perte de son proche. Donc, ces derniers présentent des éléments de symptomatologie du deuil classique, on va dire, avec des émotions négatives associées à la perte du proche, le sentiment de manque du proche, le sentiment d'injustice, mais certains présentent des symptômes beaucoup plus graves au niveau psychique. Ils ont une symptomatologie anxio-dépressive assez sévère. Ils m'ont fait part de crises d'angoisse, de pertes importantes de l'appétit qui a eu clairement des répercussions sur leur poids, des troubles du sommeil, certains m'ont parlé d'automutilation, il y en a eu qui m'ont parlé d'idées de mort, voire des idées suicidaires qui ont abouti pour quand même 2 d'entre eux à des tentatives de suicide. Et ils font également part d'une apparition de consommation de substances, donc de l'alcool et de la drogue. 3 d'entre eux m'ont évoqué ça. On retrouve aussi des éléments qui sont en lien avec le rôle d'aidant, comme des regrets et de la culpabilité de ne pas en avoir assez fait pendant la période d'aidance, le fait d'être à nouveau aidant d'autres membres de la famille et le fait d'intérioriser complètement leur souffrance et de ne pas en parler à leurs proches, enfin principalement à leur famille. Et on retrouve également des éléments qui sont en lien avec une réaction traumatique, avec des amnésies de périodes plus ou moins longues et des pensées intrusives et flashbacks qui sont présents au quotidien, y compris lorsque le jeune est à l'école. Donc, ce qui nous amène à parler de la scolarité du jeune après le décès du proche aidé. Donc à la fois au collège, au lycée et dans les études supérieures, puisqu'on a eu des jeunes de toute cette tranche d'âge-là. Donc les jeunes rapportent avoir eu majoritairement des conséquences négatives de la perte du proche aidé sur leur performance scolaire. Je ne l'ai pas écrit sur ces slides-là, mais ils m'ont rapporté avoir eu des difficultés de concentration et d'anxiété qui se retrouvaient notamment au moment des partiels. Donc ça rejoint les propos de mes collègues précédents qui ont parlé des conséquences de la perte du proche aidé sur la scolarité des jeunes orphelins. Mais là, en termes plus pratico-pratiques, ils rapportent avoir eu un taux d'absentéisme élevé, plus ou moins long selon les jeunes, mais déjà au moins pendant le temps de la cérémonie, des funéraires, etc. Ils rapportent avoir eu une chute des notes, principalement, un désinvestissement scolaire, comme Louise, par exemple, qui nous a dit
qu'elle ne travaillait pas du tout et qu'elle s'en foutait entre guillemets de tout. Donc elle était en 3e. Et il rapporte aussi avoir des difficultés à faire les devoirs à la maison. Voilà. Ils mettent également en avant des comportements et des stratégies d'adaptation pour faire face à la perte du proche dans la scolarité. Donc, certains m'ont dit que l'école pour eux était un moyen de surmonter la période par laquelle ils passaient. Comme Antoine qui nous dit mais je pense que je me suis protégée en me remettant directement dans le travail, ce qui m'a permis de penser à autre chose. Donc ces élèves-là m'ont mis ça en lien avec le fait qu'ils retournaient en classe très rapidement, qu'ils mettaient un peu toute leur énergie à essayer de maintenir une rigueur scolaire, voire même à essayer de compenser des difficultés scolaires qui étaient apparues pendant les danses. Là, ils essayaient en quelque sorte de rattraper leur niveau, voire être meilleurs. Et il y en a certains qui font part de stratégies d'évitement qui sont en lien avec le vécu du jeune endeuillé, avec je pense à une jeune qui faisait un parcours d'études qui était en lien avec son vécu, mais qui disait, par exemple, au moment des choix de stage, qu'elle ne voulait absolument pas de stage en cancérologie, en soins palliatifs, parce que pour elle, c'était beaucoup trop difficile d'être confrontée à ça. C'est logique. Et il y en a qui ont tendance à s'isoler socialement à l'école et à l'université également. Donc cette situation impacte les projets d'avenir pour certains jeunes. Certains m'ont dit avoir dû arrêter leurs études supérieures pour travailler, pour ne pas être en situation de précarité économique. Donc Lola par exemple qui me dit au décès de ma mère je me suis retrouvée un peu sans rien, il fallait que je me trouve un boulot en urgence parce qu'il fallait que j'ai un toit sur la tête. Il y en a certains qui se sont restreints géographiquement, notamment dans le choix des études supérieures parce qu'ils ne se sentaient pas de partir loin de leur foyer familial. Certains m'ont parlé d'une interruption temporaire des études, par exemple ils ont fait une année de césure pour juste prendre du temps pour eux. Et ça revient énormément, mais la plupart des jeunes que j'ai interrogés qui étaient en études supérieures ou qui savaient plus ou moins ce qu'ils voulaient faire comme études ou métiers avaient des professions ou des études qui étaient clairement en lien avec leur vécu, donc soit dans le domaine de la santé, dans le domaine des sciences humaines et sociales, ou faisaient des métiers autres, mais qui avaient un lien avec le fait d'avoir été jeune aidant. Donc tout ça font que les jeunes ont fait émerger beaucoup de besoins qui sont divers et variés et qui sont clairement propres aux expériences singulières des jeunes aidants en deuil. Donc la plupart des besoins qui ont été exprimés concernent la scolarité des jeunes. Donc on va commencer par ça, mais avant, je pense qu'il est important de revenir sur la perception des jeunes face aux attitudes des professionnels de l'éducation nationale. Donc déjà, dans une grande majorité des cas, l'annonce du décès du proche aidé avait été faite, que ce soit au professeur principal ou à l'administration. Des fois, c'était à l'ensemble des professeurs, mais pas tout le temps. Donc l'annonce était faite principalement par la famille. Les jeunes m'ont exprimé que le personnel enseignant était beaucoup plus attentif et beaucoup plus compréhensif envers le jeune. Certains ont présenté leurs condoléances, d'autres ont proposé un temps d'échange avec le jeune lorsqu'ils percevaient que ce dernier n'allait pas bien. Comme Marie qui nous dit qu'une de ses professeurs l'a prise à part, l'a emmenée dans le couloir et lui a demandé si tout allait bien, si elle avait besoin d'aide. Et donc elle nous dit qu'elle avait été très touchée par le fait qu'elle mette autant d'attention à savoir si elle allait bien. Ensuite, il y a une jeune en particulier qui m'a exprimé le fait qu'elle avait été mise en confiance dès le début de l'année scolaire par les professeurs qui invitaient les élèves à communiquer sur leurs difficultés s'ils en ressentaient le besoin.
Léna qui nous dit en master, je me suis sentie à l'aise, les profs ont privilégié le dialogue par rapport à ça et je me sentais en confiance, donc je sais que ma prof est au courant de ma situation. Et il y a eu une proposition de voir le psychologue universitaire qui avait été faite pour un jeune. Voilà. Ça, c'était les attitudes perçues comme positives par les jeunes, mais je suis désolée, mais il faut aussi que je le souligne, qu'il y a quand même plus de la moitié des jeunes aidants interrogés qui rapportent n'avoir bénéficié soit d'aucun soutien ou d'un soutien inadapté ou insuffisant à l'école. Ils rapportent notamment ne pas avoir eu de proposition d'échange ou le fait que les professeurs n'ont pas forcément investigué les besoins du jeune. Il n'y a pas eu d'aménagement pour repasser certains examens autres que les rattrapages prévus pour tout le monde. Comme toujours Antoine qui nous dit qu'il avait un grand oral à passer entre 10 à 15 jours après le décès de son père. Il s'est dit, peut-être qu'ils vont prévoir quelque chose de différent, un programme de révision moins important ou quelque chose. Non, pas du tout, on m'a juste dit, tu passes dans 2 semaines et c'est tout. J'ai eu aussi le cas d'un jeune qui m'a expliqué que l'annonce du décès du proche du jeune avait été faite à la classe, mais sans le consentement du jeune. Avec donc Juliette, 18 ans, qui nous dit « Je me souviens juste du jour où je suis revenue et après, du coup, tout le monde a été au courant dans tout le collège où ils avaient fait passer un papier le mardi, un truc comme ça, où ils invitaient les gens à venir à l'enterrement. Je me souviens des gens qui distribuaient dans la cour des feuilles pour les élèves. Donc là, j'avais un peu les larmes qui m'étaient venues sans que je le veuille. » Voilà. Et donc, ce qui nous amène à l'évocation de souhaits et de besoins dans la scolarité qui ont été vraiment prononcés par les jeunes. Déjà, le fait qu'ils ne voulaient pas qu'autrui porte un regard différent sur le jeune. Ils expriment avoir clairement besoin de soutien et de gestion, de soutien dans la gestion des cours et des partiels. Ça s'est plus retrouvé chez les étudiants qui m'ont dit ça. Comme Lisa qui nous dit « J'aurais bien aimé peut-être une solution parce que je sais qu'à la fac, si tu ne te présentes pas, même si tu as un justificatif, tu as quand même 0. Donc peut-être avoir, je ne sais pas, un peu plus de temps parce que j'ai l'impression que j'ai repris juste après et c'était un peu compliqué. » Ensuite, certains expriment également le besoin d'avoir du temps avant de parler de la suite de la scolarité ou du décès avec les professeurs. Et il y en a qui, majoritairement, ils expriment le besoin quand même d'avoir un soutien moral plus de la compréhension de la part des professeurs. Mais dans leur récit, c'était plus tourné comme j'ai besoin d'un soutien moral d'une personne adulte qui est capable de me contenir. En tout cas, c'est un peu comme ça que moi je l'ai ressenti quand ils m'en parlaient. Comme Marion qui nous dit j'aurais bien aimé, c'est juste en termes de soutien moral, voilà, juste une personne majeure avec autorité qui me dise écoute, si tu as besoin, je comprends que tu sois fatiguée pendant les cours, si tu as besoin d'en parler ou si tu as besoin d'un peu plus d'aide. Elle pense qu'elle aurait bien aimé parce qu'elle se sentait toute seule. Donc on a d'autres besoins qui émergent également de la part de ces jeunes, comme le fait d'avoir à disposition un soutien psychologique. Également, mais ça c'est plus un besoin qui est à mettre pendant la période des danses, mais c'est l'importance d'avoir un lien de qualité suffisante avec le personnel médical. Ceux qui en ont bénéficié l'ont vraiment me l'ont expliqué sans que je questionne dessus, mais comme quelque chose de hyper important. Et ceux qui n'en ont pas eu un bon lien m'ont expliqué ça comme si c'était un souvenir douloureux. Ils expriment également avoir besoin de parler à des personnes qui vivent ou qui ont vécu des situations similaires, comme Céline qui nous dit « J'aurais aimé avoir des espaces comme ça de parole ou de savoir que des personnes vivaient un peu la même chose que moi. Je pense que ça aurait été un bon relais d'avoir un espace d'échange avec des personnes qui sont capables de comprendre ce que tu vis. »
Et ensuite, ils expriment également un besoin d'information sur les danses, sur la jeune aidance, sur le deuil, sur l'orphelinage. Et ils m'ont expliqué qu'ils pensaient que l'école avait un peu son rôle à jouer là-dedans, dans le sens où ils les voyaient comme, enfin, ils voyaient les professeurs et l'administration, etc., comme des personnes qui pouvaient les relayer vers des structures extérieures d'aide spécialisées dans leur accompagnement. Et enfin, ça c'est ce qui est vraiment revenu à 100%, c'est ce besoin de reconnaissance de leur vécu, tout en mettant en avant la pluralité de leur vécu et donc la pluralité des besoins. Voilà. Donc pour conclure cette présentation, je dirais qu'on retrouve de nombreux éléments qui sont communs avec la recherche qui porte sur la scolarité des jeunes endeuillés et des jeunes orphelins. Ce qui me paraît important de vraiment mettre en avant, c'est l'expression d'une pluralité des besoins qui s'exprime notamment en milieu scolaire. Après, cette recherche a quand même des limites et j'en ai bien conscience. L'échantillon est assez mince et il ne permet pas du tout de généraliser les résultats obtenus. On n'avait pas d'informations sur le contexte scolaire vraiment des jeunes, sur les attitudes et le vécu des adultes de leur point de vue. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Et il faut prendre en compte évidemment le contexte des difficultés systémiques de l'éducation nationale, avec justement le fait que les professionnels soient peu formés, qu'ils soient en situation de pénurie dans certains cas, et qui sont confrontés à une multitude de demandes sociales qui n'est pas du tout simple à gérer pour eux. Voilà, j'ai terminé mon Donc bonjour et merci aux organisateurs. Et donc ce sera une présentation à deux voix. Moi en deux mots, donc je m'appelle Christine Lefroux et je suis maître de conférence comme certains et enseignant-chercheur comme certains dans la salle, mais par contre avec une particularité qui fait que je suis quand même assez exotique dans l'assemblée, parce que ma spécialité de recherche c'est l'électrochimie. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec vos spécialités à vous, mais c'est ça qui explique le terrain sur lequel on va vous parler d'une expérience qui a été faite au sein d'une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs dans laquelle moi j'enseigne l'électrochimie. Et donc du coup, Martin Juliet Coste, moi je suis docteur en sociologie, je me définis comme un socio-anthropologue, donc j'essaye d'allier la sociologie et l'anthropologie pour comprendre ces questions-là. Et en fait, donc nous vivons dans la même ville, à Grenoble, et c'est Christine Lefroux donc, qui est vraiment à l'initiative de ce projet-là. Et moi, je me fonde un peu dans la dynamique et qui est venue me chercher en fait, pour travailler sur le sujet qu'on va vous présenter. Qui est vraiment à l'initiative de Christine, et l'essentiel de la parole sera à Christine parce que c'est quand même elle qui fait un peu tout à l'intérieur de ce qu'elle va décrire. Je peux continuer à parler un peu. Donc, le premier transparent, c'était l'intuition. On a commencé en janvier 2023. Et l'intuition, c'était effectivement, ça venait de quelque part de mon observation et de deux casquettes que j'ai. Une première dont je vous ai parlé, je suis donc enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs, et je suis aussi formée à l'écoute au sein de l'association Jeanne Malve, où j'écoute des personnes endeuillées depuis 2015. Et du coup, j'ai une certaine sensibilité, écoute, un regard, je dirais, par rapport à ces situations-là. Et je vous donne juste un exemple qui a quelque part été à l'initiative de cette envie de faire quelque chose. On arrive au mois de juin-juillet, là, bientôt, c'est la période des jurys chez nous. Et puis, moi, enseignant lambda, je participe au jury et j'entends que, un tel, il a perdu son père au mois de janvier. Il a été absent, pendant 5 jours, il était en absence justifiée, puis après, il a continué à être en absent, et puis on a mis des zéros. Et puis, on est au mois de juillet, et puis on fait quoi? Oui, c'est peut-être un peu tard pour réagir. Voilà, donc c'est
typiquement des situations comme ça qui ne me satisfaisaient pas trop en tant qu'enseignant-chercheur. Et donc, ben voilà, on avance, et du coup, l'idée de vouloir peut-être essayer de faire bouger des choses, avec, je dirais, donc l'idée c'est qu'on peut quand même sûrement faire mieux. C'était ça l'intuition de départ. En particulier sur le fait que, ça a été évoqué par Jérôme, les besoins de ces étudiants-là, ils sont mal connus et donc ils sont mal anticipés. Et puis, ce que j'ai pu observer, c'est que quelque part, ben, c'est laissé à l'initiative individuelle du directeur des études, cette année-là, comment il gère, etc. Qu'il n'y a pas vraiment de réflexion, d'anticipation sur toutes ces situations-là, et du coup des inégalités, forcément, qui entraînent. Ensuite, bon, voilà, on ne va pas vous raconter toute l'histoire, je rencontre Martin, etc. À l'occasion du dépôt d'un dossier puisqu'on a été financé par l'OCIRP la première année, Jérôme en nous écoutant, ce qu'on avait envie de faire, c'était foisonnant, il a proposé, et je pense que c'était très, très judicieux, et ça nous a beaucoup aidé, je dirais, dans ce qu'on a pu réaliser, de se restreindre sur un petit terrain. Alors, petit terrain, c'est quand même 1400 étudiants, hein, dans l'école où j'enseigne, mais du coup aussi quand même un personnel qui est quand même relativement... Enfin, je connais tout le monde, quasiment, je n'ose pas dire tout le monde, parce que, mais il y a en gros 100 enseignants et 50 administratifs. Donc ça permet d'avoir un terrain où je connais bien les gens, et qui permettait effectivement de faire des expériences avec une direction impliquée. Forcément, si je n'avais pas eu l'accord de la direction pour lancer le projet, ça n'aurait pas non plus eu cet impact-là. Et donc, l'intuition qu'on avait tous les deux, c'était qu'on avait envie d'essayer des choses aussi bien en direction des étudiants et en direction des personnels. Les questions, il y en a quelques-unes ici, mais une des questions qu'on m'a tout de suite posée et sur laquelle je n'ai pas vraiment encore de réponse, vous allez voir un petit peu, mais quand même, c'est combien d'étudiants ça concerne, qu'est-ce qu'ils expriment comme besoin, est-ce qu'on va réussir à mobiliser les personnels sur cette question-là, et la frontière, ça s'arrête où, le rôle de l'institution, hein, on en a parlé un petit peu aussi. Mon intuition à moi, c'était déjà, je dirais, la priorité de la plupart des actions dont on va vous parler, c'est quand même déjà d'avoir vraiment un objectif au niveau d'une d'action au niveau de la scolarité, même si on n'a pas fait que ça. Alors, je vous décline très rapidement, puis après on fera des focus sur deux choses. On a fait des actions de sensibilisation au niveau des personnels, on a fait une action de sensibilisation au niveau des étudiants. On a fait un groupe de travail avec les personnels qui a débouché sur une expérience qu'on a menée cette année sur modifier comment on faisait la gestion des étudiants. Il y a eu des écoutes individuelles d'étudiants concernés, et puis cette année on a aussi eu une action de formation sur quelques étudiants autour d'une thématique force et vulnérabilité, donc un plus large que le deuil, mais qui travaillait un peu des questions de ce côté-là. Et puis, donc, Martin a mené 8 entretiens, dont il vous parlera tout à l'heure. Je vais juste faire, moi, de mon côté, un focus sur cette histoire de gestion des absences. Donc, l'idée, c'est vraiment venu du groupe de travail avec les personnels volontaires pour travailler sur cette question-là, avec des constats de réaliser que l'étudiant, il n'est pas soumis au droit du travail, sauf les apprentis, mais voilà, les étudiants de statut étudiant, ils ne sont pas soumis au droit du travail, et que le désir qu'on ne soit pas justement bloqué dans, si c'est son père ou sa mère, ça va, si c'est un ami, non, c'est convenance personnelle. Et puis, le retour des étudiants disait que la communication qui avait été faite autour de cette question des absences, en prenant l'exemple de l'absence pour des obsèques, avait été très maladroite lors de la journée de rentrée et mal vécue par les étudiants qui en parlaient encore un an après, quoi. Donc on s'est dit, on va essayer d'inventer autre chose et de faire autre chose, d'expérimenter autre chose. Donc c'est ce qu'on a mis en place cette année. Et
pour les absences pour raison personnelle, alors, ceux quand ils sont malades, ils continuent à donner des certificats médicaux, c'est pas un souci. Mais pour les absences pour raison personnelle, on a mis en place qu'il y avait un entretien systématique, si possible avant l'absence, que le nombre de jours n'était pas défini à l'avance, mais qu'il était discuté avec l'étudiant. Et en termes de justificatif, on ne leur a pas demandé d'acte de décès. Quelque part, ce qui faisait justificatif, c'est qu'il y avait eu un entretien. Et puis, on a commencé par changer la communication à la rentrée. Donc, vous avez un exemple. Alors, c'est assez caricatural parce que ça, c'est ce qu'il y a sur le site internet, même si dans la pratique, ça pouvait être plus souple. Mais n'empêche que ce qu'il y avait écrit sur le site internet sur les absences, c'était certificat de décès, voilà, quelque chose qui était très collé au droit du travail. Et donc, on a changé la manière de parler de ça. D'abord en nommant des choses, ce que j'ai mis en bleu, c'est-à-dire qu'on a donné des exemples pour dire, ben oui, là, c'est possible d'aller demander quelque chose. Donc, c'est pas seulement les obsèques, mais c'est aussi la fin de vie, c'est et donc les danses. Voilà, on a mis 3 petits points. Et du coup, je vais vous parler quelque part de ce qui s'est passé. Donc les entretiens, donc l'expérimentation pour le moment, ben, c'est moi qui ai fait ces entretiens. L'idée c'est qu'un jour, il ne faut pas que ce soit attaché à moi cette histoire-là, mais c'est l'expérience de cette année. Donc au cours de l'année, j'ai reçu 45 étudiants avec 77 entretiens, parce qu'il y a certains étudiants qui nécessitaient de mettre en place des choses qui demandaient plusieurs étapes. Alors je les ai caricaturés, j'ai mis des guillemets parce que je sais que ce n'est pas la définition, la vraie. Ce que j'ai appelé aidant, ça pouvait être ce que moi j'appelle des aidants ponctuels, c'est-à-dire ils ne seraient pas dans la durée, etc. Donc c'est un mélange de vrais aidants, avec la définition qu'on a eue aujourd'hui, et puis ce que moi j'ai appelé des aidants ponctuels. J'ai accompagné ma grand-mère chez le cardiologue parce que mes parents n'ont pas pu le faire cette fois-là, mais ça ne va pas se reproduire, etc. Mais c'est quand même en gros 25% des étudiants que j'ai reçus. Vous voyez que l'intuition de départ, que fin de vie, obsèques, deuil, ben, effectivement, c'est quand même la grande majorité de ces demandes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que voilà, si ça devient plus connu, etc., peut-être que ces proportions peuvent évoluer, mais aujourd'hui, c'est quasiment 2/3 des demandes, elles sont autour de la fin de vie, des obsèques ou du deuil. Alors là aussi, j'ai mis des guillemets parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a 3 étudiants que j'ai reçus et qui font partie des étudiants que j'ai reçus plusieurs fois, que j'aurais mis dans une catégorie post-traumatique. Et puis, il y a forcément autres dans cela. Alors, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est un peu... Alors, il y a juste de les recevoir et puis de les écouter, c'est la première chose. Mais tout ce que ça a pu permettre d'imaginer et de mettre en place en termes d'aménagement de scolarité. Donc, je dirais la première ligne, absence justifiée, congé d'études ou faire sa scolarité, étaler une année sur 2 ans, c'est des choses qui étaient, je dirais, connues. Je n'ai pas inventé, j'ai rien inventé de ce côté-là. Au niveau d'absence justifiée, c'est juste les modalités, le nombre de jours n'est pas défini à l'avance, et puis quelque part, le fait de leur en parler, s'ils viennent au moment des obsèques, je peux leur dire peut-être que dans quelques semaines, vous allez peut-être avoir besoin de rentrer en famille. Donc, quelque part, de leur ouvrir l'idée que, oui, ils peuvent aussi demander de nouveau à s'absenter. Ce n'est pas juste les obsèques. Donc ça permet d'ouvrir un peu, je dirais, des autorisations. Mais je dirais, globalement, la première ligne, c'est des choses qui existaient avant le projet. Là où c'est plus original, je dirais, c'est que j'ai utilisé des dispositifs qui existent pour d'autres situations et que j'ai venu adapter à des situations qui paraissaient justifier de faire un peu plus que juste une absence de justifier. Par exemple, ça peut être de mettre en place un tiers-temps. Ça peut être, alors nous on utilise aussi à la place du tiers-temps la modulation de la note, mais pour un cours spécifique,
de dire, ben oui, quelque part, cet étudiant-là, il n'est pas dans une situation où il peut se concentrer de manière normale, etc. etc. Un peu plus important comme dispositif, pour certains étudiants, on a été mettre une dispense de quelques ECTS, donc il y avait, ou de dispense. Nos étudiants à nous, maintenant, pour être ingénieur, il faut partir 17 semaines à l'étranger pour travailler, etc. Eh ben, il y a des situations où ça ne paraît pas le bon moment de partir à l'étranger. Et donc, on a aussi mis en place une possibilité de dispense de cette contrainte de 17 semaines. Et pour ces deux dispenses-là, en fait, la grande majorité de ces étudiants, leur premier réflexe, c'est de dire « Ah non, 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 mais moi je veux un diplôme comme les autres ». Donc, il faut les convaincre. Non seulement il faut mettre en place la dispense, mais il faut les convaincre qu'ils y ont droit et que ce n'est pas une fleur qu'on leur fait. Et du coup, je me suis glissée dans un dispositif qui existe chez nous, qui est, pour faire court, imaginez qu'un étudiant veut être pompier volontaire. Ça veut dire qu'il va avoir des formations pendant sa scolarité. Et donc, il fait un dossier pour dire ben, « moi, je voudrais être dispensé de tel cours ou pouvoir m'absenter une semaine à quelque ça ». Et il est dispensé en regard de CTS, par exemple, par rapport à cet investissement associatif. Et la contrepartie qu'on lui demande de cette dispense-là, c'est de rédiger un rapport où il va décrire ce qu'il fait dans cette association ou dans cette formation, et on lui demande un travail réflexif sur quelles compétences il développe là-dedans. Et du coup, alors, dans un cadre moins contraint que ce pompier volontaire, je veux dire, donc il ne fait pas l'étudiant soit en deuil, soit dans les situations de post-traumatique qui étaient assez lourdes, je dirais. L'étudiant, la proposition qui lui était faite, c'est de le mettre directement, il ne fait pas une demande, quelque part c'est la direction des études qui lui propose, mais en revanche d'avoir cette possibilité d'écrire un rapport. Alors à la différence des autres, il n'est pas noté, hein, soit il est, voilà, et de pouvoir en même temps avoir un échange avec l'étudiant sur, en fonction de là où il en est, mais qu'est-ce qu'il est capable de dire, qu'est-ce qu'il a appris dans cet événement de vie qu'il est en train de traverser. Alors voilà, après c'est plus ou moins important suivant chacun, hein, mais c'est comme ça que ça s'est vécu, je dirais, cette année, et puis on verra bien ce qu'il en deviendra. Et je laisse la parole à Martin. Alors je ne sais pas si sur Zoom vous voyez, là il n'y a pas la suite justement. Voilà, donc merci. Combien de temps il nous reste? Juste pour être dans le timing, la répartition correcte. Ok, on va essayer d'aller vite. Donc effectivement, alors la part belle est quand même à Christine qui du coup a fait 45 entretiens et 77 rencontres. Oui. Donc moi j'ai rencontré 8 étudiants, hein, donc c'est beaucoup plus mesuré. Voilà, il y a quelques informations juste sur des points méthodologiques, voilà, pour vous les situer un petit peu. Ce que moi je trouvais assez original, d'être dans une école d'ingénieurs, donc on est quand même plutôt CSP+, hein, donc c'est pas n'importe quels étudiants non plus, ça se ressent. Au miracle, par rapport à d'autres terrains, j'ai interrogé une majorité d'hommes, voilà, donc voilà, et qui n'est pas du tout représentatif ici, puisque nous sommes 6, hein, j'ai calculé dans l'assemblée, on est 6. Et autre originalité, en fait, ça concerne les grands-parents majoritairement. Donc en fait, on interroge peu finalement la question des grands-parents et du décès et de l'impact d'un décès de grands-parents. Voilà. Et que là, j'ai eu accès à des discours et à des jeunes qui sont très clairement confrontés pour la première fois vraiment de manière déstabilisante pour eux à un décès. Et il s'agit plutôt majoritairement de décès de grands-parents, voire d'arrière-grands-parents. Ce que j'ai retenu pour moi, ça fait 15-20 ans que j'interroge des gens autour de ces questions-là, et qu'effectivement, il n'y avait pas ou peu de retenue que je trouvais dans les entretiens, en fait, où en fait, il n'y avait aucun problème à pleurer de leur côté. Et de manière surprenante aussi, les hommes
n'était pas du tout gêné de faire ça devant moi ou autre, etc. Donc c'était très présent dans les entretiens, et avec une forme de maturité quand même sur leur expérience de deuil déjà, et aussi une réflexivité où en fait, et ça c'est courant dans les entretiens que moi je mène, où en fait ils arrivent vraiment à verbaliser très clairement leur expérience, leur contradiction, leurs ambivalences, etc. Donc ça on retrouvait bien. Je vais aller assez vite, mais il y avait des points saillants en fait hors école, et je rappelle c'est une école d'ingénieurs. Donc c'est l'université, mais ça reste une école. Donc il y a le côté aussi, ils sont très accompagnés, hein, ces étudiants, et c'est pas du tout la fac. Donc dans les discours, il y a des éléments que j'ai nommés pour l'instant absents, mais qui, en gros, il y a peu de discours sur les réseaux sociaux. La question financière dans ces entretiens-là ne revient pas, mais elle existe évidemment. Hein, mais dans ces entretiens-là, c'est pas un sujet pour les étudiants, les élèves que j'ai interrogés. Et le besoin de soutien psychologique n'a pas été relevé non plus comme quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout, mais dans ces entretiens-là, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose de relevé. La place des amis, et ça c'était assez intéressant, c'est que du coup, oui c'est une ressource, mais c'est pas particulièrement quelque chose qui revient particulièrement dans les discours, même si c'est évidemment questionné, et encore moins comme des confidents. Et là, il y a un lien pour moi avec grands-parents, arrière-grands-parents peut-être autour de ça. Les jeunes adultes qui sont interrogés en fait ne parlent pas ou très peu avec leurs parents de ce qu'ils vivent en fait. Donc quand on leur questionne en leur disant est-ce que tu en parles, est-ce que ta mère, ton père sont des aidants ou pas, enfin des aidants, des personnes à qui tu peux parler ou à qui tu parles de ça, pas du tout en fait. Et là il y a un enjeu de je veux pas ennuyer mes parents parce que ça peut être éventuellement leurs propres parents, et qu'il y a aussi un enjeu de jeunes adultes qui sont généralement pas chez eux en fait, pas dans la même ville, et qui ont un enjeu de finir leurs études et de montrer qu'ils sont des adultes. Hein. Donc ça c'est assez clair. Et dans certaines situations, effectivement, pour les deux personnes qui avaient des pères décédés, effectivement, dans les premiers temps, il y a beaucoup de gestion des conséquences de la perte, en fait. Aussi, un autre élément qui, pour moi, était à relever important, c'est que les autres élèves de la promo ne sont pas forcément des gens qu'on a envie de mobiliser, et qu'on ne mobilise pas vraiment, voire pas du tout, et qu'on gère ça à côté en fait avec ses propres amis ailleurs hors de la promo. Donc je vous rappelle, c'est des gens qui ont fait des prépas généralement très intensives, et qui arrivent à l'école, et en fait du coup ils n'ont pas forcément de lien affectif plus soutenu dans leur promo, donc c'est pas là qu'ils vont chercher du soutien en fait, et en disant mais j'ai pas besoin forcément d'eux, et ils ont d'autres amis à l'extérieur qui peuvent mobiliser, aussi avec une envie de ne pas trop se faire remarquer et pas trop en faire à l'intérieur de la promo, et encore moins que l'information soit transmise, même si c'est demandé, etc. Ils n'ont pas besoin de ça. Et il y a pas mal de décès dans ce petit échantillon-là, qui étaient effectivement dans les périodes d'intégration. Donc en première année, il y a les premiers mois, etc. Et voilà, le décès arrive, et là, pendant quelques semaines, voire quelques mois, effectivement, ils sont un peu ailleurs, et ils n'ont absolument pas leur énergie focus sur les questions d'intégration. Donc ils n'y vont pas, et ils récupèrent un peu après. Ou alors c'est en fin de cursus, et ça moi je découvre aussi, mais en deuxième et en troisième année, en fait, ils sont déjà tous éclatés, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de promo et de corps de promo, en tout cas dans les entretiens que j'ai pu avoir. Distinction claire et structurante entre l'école et vie privée, donc ça c'est rappelé régulièrement par plein de petits bouts de l'école c'est l'école et ma vie privée c'est ma vie privée, donc je ne veux pas mélanger, et je n'ai pas besoin de mélanger même dans cette situation-là. Mais évidemment, c'est tout à fait normal de justifier de son absence pour l'enterrement avec un justificatif, que ça soit un avis de décès ou une formalisation administrative en fait. Et quand ça a été le cas, parce que ce n'était pas vraiment le cas pour la majeure partie des interviewés là, quand c'est le cas, en fait, quand quelqu'un vient et s'annonce en disant « je suis au courant, si tu as besoin d'aide, je suis disponible, etc., on peut s'arranger, etc. », c'est bienvenu, mais ce n'est pas relevé comme un manque nécessairement dans les entretiens, en fait. Parce que, justement, la dynamique est beaucoup plus de moi, en fait, tant que je gère les cours obligatoires et les partiels, et tant que ça passe, j'ai pas besoin que l'école soit présente, en fait. J'ai pas besoin qu'elle vienne plus que ça. Donc voilà, et ça me sert éventuellement de manière très pratique
le fait que ça soit un format numérique justificatif, clic, etc., je maîtrise et quasiment je vois personne. C'est pour une ou deux personnes un peu dur de faire ce geste-là, évidemment, mais que en fait, ça les arrange bien aussi d'avoir justement un format très administratif. J'essaie d'aller vite. Deux postures vis-à-vis des partiels et des examens, c'est en gros, je ne vais pas anticiper le fait que je ne vais pas le faire, je le fais et je vois si ça passe. Je schématise, hein, mais c'est un peu ça, c'est quitte à rentrer à 3h du matin, quitte à passer une nuit blanche, etc., je le fais, et auquel cas, ça passe pas, et là, généralement, dans les situations où c'est pas passé, puisqu'il y a une ou deux personnes qui ont pu dire, en fait, je suis allé en partiel, et au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus, je suis sorti, je ne pouvais plus soutenir, j'arrivais pas. Et là, ces deux personnes-là ont rencontré plutôt des enseignants compréhensifs et qui ont fait ce qu'il y avait à faire de, évidemment, rentrer chez vous, on s'occupe de la question des partiels, etc. On verra plus tard. Une des questions des enseignants et des personnels administratifs, donc condoléances officielles ou pas condoléances, ce n'est pas une question pour les étudiants, mais plus pour les professionnels. Et quand on leur pose la question, c'est ouais, ça peut-être, mais en fait un peu indifférent, et en gros ça va se noyer dans le flot de mails, etc. Donc c'est pas quelque chose auquel ils sont attachés. Je rappelle ces 8 entretiens-là, donc c'est très restreint, mais que voilà, ça dit des choses sur le positionnement des élèves vis-à-vis de l'institution et ce qu'ils attendent. Et je terminais par ce petit verbatim, mais en gros, que je trouvais assez juste, c'est en gros ce que j'attends là de l'institution, c'est que si je m'effondre en classe devant un professeur, que le professeur ne s'en aille pas, tout simplement. Ça, c'est une crainte qui est vérifiée, d'accord, puisque ça arrive, et qu'il me soutienne, ou quelqu'un de l'administration, ou en fait, qu'importe la personne de l'établissement, et être délégué aux bonnes personnes, c'est plutôt ça. Et que, voilà, pour moi, ça résumait assez bien la teneur des entretiens. Alors, j'avais essayé, moi, de mettre aussi quelques enseignements, quelque part, des choses que je n'avais pas anticipées au départ. En particulier, je trouve intéressant, notamment dans la journée qu'on a là, c'est de réaliser que le deuil, la fin de vie, l'aidance ou le stress post-traumatique avaient pas mal de points communs en termes de besoins, je dirais, pour l'école, de scolarité, dans la mesure où, les points communs que j'essaye de dire, c'est que c'est des besoins qui vont s'étaler dans la durée, on l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui, et moi je dirais en discontinu, c'est-à-dire que ça peut être silencieux pendant 6 mois, puis hop, il va y avoir un pic. Et je pense que ces situations que j'ai nommées, on peut toutes les mettre dans cette catégorie-là. Et puis que c'est pas va donc au centre de santé, quoi. D'emblée, ça peut arriver, ça peut être nécessaire, mais voilà, que je dirais la première approche de ces situations-là, ça, pour moi, ça ne devrait pas être va au centre de santé. Les aménagements de scolarité, comme je vous ai dit, en fait, on a pas mal de cartes, de choses qui existent pour des situations différentes. Chez nous, on a les sportifs de haut niveau, et on fait plein de choses pour les sportifs de haut niveau. Mais quelque part, ce qu'on fait pour les sportifs de haut niveau, concrètement, on peut les faire pour d'autres populations. Et puis, je crois que ça a été évoqué aussi tout à l'heure sur Montpellier, il y a des synergies. Par exemple, nous, on commence à avoir des référents égalité-inclusion, des choses comme ça. Et c'est sûr qu'il faut, dans le microcosme, localement, faire un peu du lien avec tout ça. Ça prend du temps. Mais c'est en faisant ça que ça va pouvoir bouger. Et j'ai essayé de mettre quelques mots sur... au niveau des personnels, il m'a semblé que c'est ce qu'on a essayé et j'ai trouvé que ça avait bien marché. C'est-à-dire qu'on a sensibilisé largement, c'est-à-dire qu'on a invité tous les personnels, ils ne sont pas tous venus, mais ils sont quand même venus de manière assez notable sur la première action de sensibilisation. Par contre, en termes de formation, de qui on peut mettre en face des situations, là c'est clair qu'il y a un déficit de formation. Mais il ne faut pas vouloir former tout le monde. C'est dans ce sens-là que je dis. Et en revanche, je n'avais pas conscience à ce point-là, avant de m'y mettre, moi, pendant une année, c'est que, parce que
les cas, ils n'ont pas attendu que j'existe pour exister. Et donc, en fait, c'est en face de qui ils étaient. Ils étaient en face de personnes absolument pas formées. Et donc, c'est quelque part l'importance de penser aussi, si on met des dispositifs, qu'est-ce qu'on met en place pour ces personnes-là. Martin l'a déjà dit, pour les étudiants, en fait, ils parlent facilement. Et puis, globalement, ils sont assez reconnaissants qu'on leur ouvre cet espace-là. Et moi, je n'avais pas anticipé, mais ça a été dit plusieurs fois et c'est écrit dans tous les livres, mais quelque part, je ne l'avais pas anticipé, c'est la vigilance sur des deuils anciens. Des deuils, par exemple, qu'ils ont vécu pendant leur classe prépa, qu'ils n'ont pas eu le temps de vivre, justement, parce que le lendemain, il y avait école, il y avait examen, il y avait concours, et qui se réveillent parce qu'il y a plus d'espace pendant l'école d'ingénieur. Je n'ai pas le temps de parler des perspectives, mais c'est pas grave. Merci beaucoup à tous les quatre. Je reprends vite le micro parce que sinon Martin va commencer à jouer du saxophone dans l'entre-deux. On s'en doutait, on va forcément déborder un petit peu, on en est désolé. Je sais pas ce que tu en penses, on part sur 10 minutes de questions avant d'enchaîner avec le dernier témoignage retour d'expérience. Et s'il y a des questions, retours, commentaires dans la salle. Merci. J'aurais une question pour Aurélie Intas. Merci pour votre présentation. Bravo pour vos tailles d'échantillons, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez intégré les disparités territoriales dans la définition des jeunes aidants ? Je me disais, un jeune de 18 ans qui doit aider un de ses proches, est-ce que c'est la même chose s'il habite en ville ou à la campagne ? Est-ce qu'il y a des cultures différentes et puis des besoins différents ? Et petit b, quid des territoires ultramarins ? Est-ce qu'il y a des différences entre les territoires ultramarins et la métropole du point de vue, là aussi, de la culture et de ce que ça veut dire être un jeune aidant ? Voilà. Ok. Alors, nous, comme on est à Paris, la majorité de nos participants sont de la région Île-de-France pour les études en collège et lycée. Donc après, la campagne, la ville... on va dire que c'était très limité, même si en Île-de-France on peut trouver quand même certaines zones, on n'est pas allé explorer cette question-là. Et sur l'étude Campus Care sur les étudiants, donc là il y a vraiment une diffusion nationale, c'est pas mais en fait on n'a pas fait ce type d'analyse, donc il faudrait que je regarde si on a des variables pour vraiment capter les différences ville-campagne. Après, c'est vrai que quand on échange, par exemple, on a un collègue à l'université Bretagne Sud, où là, ils ont 10 000 étudiants. Nous, dans notre université, c'est 60 000. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout à fait faire la même chose, ou 1400, c'est génial. Mais on voit bien que la manière de communiquer auprès des étudiants et les problématiques des étudiants autour du fait de quitter le domicile et puis vraiment des problématiques territoriales qui sont en jeu, on voit que ce n'est pas les mêmes questions qu'en Île-de-France. Mais voilà, du point de vue de nos recherches, je ne peux pas apporter de réponse pour l'instant. Et Outre-mer ? Voilà, Outre-mer, on n'est pas parti jusque là-bas où... Dans les étudiants, il doit y en avoir quelques-uns, mais je pense en effet c'est d'autres choses encore. Merci. Pour compléter ce que dit Aurélie, pour les ateliers expression artistique Répit qui accueillent donc des jeunes aidants de 5 à 18 ans, on en a sur tout le territoire national et donc en moyenne on accueille ça dépend des dispositifs, entre 8 à 15 voire 24 jeunes aidants. On n'a pas dans les retours, notamment dans vos évaluations, des prismes particuliers entre eux, notamment on a un atelier qui est en Ariège, un autre qui est en région PACA, sur la Fondation CELSA,
un en pleine ville, à Besançon dans le Doubs, et en tout cas, puisque les évaluations de ces ateliers sont réalisées par le laboratoire d'Aurélie, il n'y a pas de signification, de données significatives qui permettraient de catégoriser ou de caractériser des jeunes aidants du côté de la ruralité et du côté de la ville. Par contre, ce qui est assez aisé à comprendre, pas besoin de faire une étude, c'est que le milieu socio-économique, plus que socio-culturel, va peser effectivement sur la jeune aidance. Voilà. Plus que la ruralité ou la ville. S'il n'y a pas de questions qui ont été posées sur ville versus rural, c'est aussi logique qu'il n'y ait pas d'indicateur. Mais là, je ne parle pas de des études portées par GED dont a parlé Aurélie, mais je parle du rôle de ce laboratoire dans l'évaluation des dispositifs portés par GED, où il y a toutes ces questions et qui permettent une meilleure représentation, si vous voulez, de qu'est-ce qu'ils font. Enfin, c'est un travail d'évaluation qui est confié au laboratoire d'Aurélie et Géraldine. Et dans cette évaluation, ils utilisent les mêmes échelles que les échelles qui ont été présentées soit par Morgane, soit par Aurélie. Et donc ces questions de type d'aide, de quantité ou d'intensité d'aide sont abordées aussi dans les évaluations des ateliers. Ce n'est pas une étude sociologique avec un focus, mais pour dire qu'on a quand même des données, mais qui ne sont pas issues d'une étude à proprement parler, mais d'une évaluation nationale. Et on regrette fortement, les ateliers d'expression artistique répit ont beaucoup de mal à prendre dans les DROM. J'avais une question alors qui vous concerne tous les quatre. On a très peu parlé des écrans, à la fois que ce soit au niveau des annonces de décès. Il y a des fois des jeunes qui ont les annonces par texto, des photos des corps qui sont prises, de la communication sur les réseaux sociaux en termes de soutien social. Il y a des jeunes en effet à distance mais qui communiquent beaucoup via les réseaux sociaux, qui vont créer des pages Facebook ou autres par rapport à des jeunes décédés. Et je m'interrogeais sur savoir si vous étiez posé la question, si c'était des questions qui s'étaient posées sur les addictions aux écrans. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes endeuillés qui vont développer des addictions aux produits divers et variés, mais aux écrans, parce que c'est un évitement, et ça leur permet d'être dans quelque chose de virtuel. En tout cas, c'est ce qui existe, c'est ce qu'ils expliquent, pardon. Donc je voulais savoir si c'était une question qui avait été posée dans le cadre de vos protocoles divers et variés. Donc pour ma part, pour l'étude que j'ai menée cette année, c'est pas du tout quelque chose que j'ai questionné. J'ai pas questionné le moyen de soutien social dont ils pouvaient avoir, en termes d'écran ou en physique. Par contre, je sais que dans une étude que j'ai menée l'année dernière, il y avait des jeunes qui m'avaient parlé de groupes Facebook sur le deuil, qui s'étaient renseignés et qui essayaient de trouver du soutien là-dedans, mais qui n'en trouvaient pas finalement parce que c'était pas adapté à leur population d'âge. C'était plus, de ce qu'ils me disaient, des groupes pour les parents qui ont perdu un enfant ou pour les conjointes qui ont perdu un autre. Voilà, mais j'ai pas questionné plus que ça. Effectivement, ça revient un peu. Alors, Delphine vient de partir, donc c'est une doctorante qui travaille sur la question du numérique et comment, suite à un décès, un décès sur différentes plateformes notamment, et du coup Facebook, Snapchat et TikTok, etc. Et comment ça peut avoir des effets aussi sur les différents là-dessus. Là, moi, il n'y a pas grand-chose dans ces entretiens-là. C'est pas revenu comme problématique. Ça veut dire ça, et c'est pas revenu comme un usage aussi qui pourrait soutenir ou qui pourrait être une ressource. Le seul entretien qui en parle vraiment, c'est plutôt non, ça m'a bien saoulé, j'aurais préféré que, dans le cas du suicide, justement, en disant en fait j'avais tellement de trucs à gérer que là, le côté tout le monde est sur les réseaux, etc., elle étant très proche, ça la heurtait, et c'est une réaction assez classique. Mais je vous renvoie à ma conférence sur YouTube, Le deuil à l'ère du numérique, éventuellement pour aller vite. Bon, très bien, on va clôturer là pour cet après-midi. On va vous présenter pour finir en guise de clôture un témoignage filmé d'une jeune aidante en deuil. C'est ça, Morgane, tu me corriges, parce que comme ça a changé à plusieurs reprises.
Ok. Et puis ensuite, Nathalie clôturera en nous donnant quelques mots. On veut bien que tu te rapproches de nous. Sur comment ça se passe à l'université et quelles sont les problématiques rencontrées ou pas rencontrées et des voies d'amélioration. Et on sera pas mal avec tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Anthea, j'ai 27 ans. Je fais partie du collectif LinkedIn de l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble. Et donc, à la demande de Morgane, je me permettais de témoigner donc, de mon parcours de jeune aidante, puisque j'ai aidé une bonne partie de ma famille, en tout cas de l'année 2015 jusqu'à l'année 2021. Donc l'année 2015, moi, a été marquée par l'obtention de mon baccalauréat et également mon début d'année universitaire, puisque j'avais l'intention d'entrer en première année de licence de droit, afin de suivre un parcours dans le domaine juridique. L'année 2015, effectivement, ça a commencé un petit peu difficilement pour moi, puisque j'ai appris que ma maman était atteinte d'un cancer du sein et également d'une tumeur à l'estomac. Donc, j'ai dû l'assister, en tout cas, une bonne année sur son parcours de soins. Ensuite, effectivement, il y a eu mes grands-parents maternels, parce que ma mère ne pouvant plus s'en occuper. J'ai pris un petit peu le relais avec mon beau-père pour effectivement les accompagner un petit peu dans l'avancement de l'âge, si je peux le dire comme ça. Et en 2019, un important événement aussi est arrivé, puisque ma maman commençait toujours à se rétablir, en tout cas était sous hormonothérapie. Et mon beau-père a fait un accident vasculaire cérébral assez brutal, où justement il est devenu aphasique et a développé de l'alexie. Donc en fait, il ne peut plus s'exprimer et il ne peut plus écrire. Il peut, en tout cas, il continue à être autonome, hein. Il peut marcher, il peut lire, mais par contre, il ne peut plus faire, en tout cas, certaines tâches du quotidien. Donc, c'est vrai que ça a aidé un petit peu tout le monde de manière simultanée. Oui, j'ai effectivement aidé 4 personnes de ma famille, en tout cas, pendant ces 6 années, hein, c'est de 2015 à 2021. L'assistance, en fait, elle s'est faite sous différentes formes. On a eu effectivement au début un petit peu de l'aide ménagère, de l'aide dans les papiers administratifs. On a eu ensuite, alors moi j'ai eu aussi l'obtention de mon permis de conduire en 2015, donc ça m'a permis en fait de pouvoir aller faire les courses pour l'ensemble de ma famille, et ça a permis aussi d'accompagner l'ensemble de mon entourage dans les rendez-vous médicaux, dans les rendez-vous hospitaliers, etc. Il y a eu également un petit peu pour mes grands-parents et pour ma maman notamment l'aide en tout cas aux soins et à la toilette, puisque le temps que les infirmières et les assistantes spécialisées puissent se mettre en place, ça a été un petit peu compliqué. Donc j'ai un petit peu pris le relais en tout cas en assurant par exemple les médicaments pour les grands-parents, les piluliers. Pour ma maman, ça a été effectivement les soins au niveau de son sein. Ainsi que de sa tumeur à l'estomac, parce qu'elle avait un drain à l'estomac et elle avait effectivement des soins à faire au niveau de son sein après l'opération et pendant son processus de radiothérapie. Donc voilà, l'assistance, elle a été un petit peu de manière polyvalente pour l'ensemble de ces personnes et pour la diversité des tâches que j'ai été amenée à faire. Effectivement, le fait que j'ai été jeune aidante, mon parcours universitaire s'est trouvé effectivement en dents de scie, si je peux le dire comme ça. Puisque ça a été très dur de suivre mes études. Pendant ce temps-là, j'ai effectivement effectué ma licence de droit en 6 années, donc de 2015 à 2021. Un petit peu plus longtemps que les autres, mais c'est vrai qu'à l'époque, le fait d'être jeune aidant, en tout cas à mon époque, on n'en parlait pas. Je ne savais pas forcément non plus que j'étais jeune aidante. Je ne savais pas que ce statut pouvait exister et voilà. Je n'ai pas forcément bénéficié d'aménagement d'études, d'aide spécifique, si ce n'est effectivement qu'une aide psychologique. J'avais demandé au CROUS, en tout cas au service médical, de moi pouvoir bénéficier d'une aide psychologique pour pouvoir me libérer un petit peu, en tout cas, de tout ce poids. Voilà, pour essayer un petit peu moi d'avancer et de me libérer un petit peu, surtout émotionnellement. Puisque pendant aussi cette période de 6 années, je suis également tombée malade. J'ai dû être opérée du coccyx. Donc pendant 4 mois, j'ai dû un petit peu mettre mon rôle d'aidante en stand-by, si je peux m'exprimer comme ça. Donc voilà. Je tenais à témoigner auprès de vous aujourd'hui, déjà pour faire avancer aussi la prévention, que je trouve qu'on a quand même beaucoup plus de moyens de communication à notre époque
que ce soit via les réseaux sociaux, via différentes associations, via des sites internet, via des séminaires, via des colloques, voilà, sur ce thème-là, en tout cas, pour que les jeunes aidants ne soient pas tout seuls, parce qu'on se rend compte qu'il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus jeunes, et on peut vite se retrouver isolé, on peut vite se retrouver un petit peu en panique, ne pas savoir forcément à qui s'adresser, donc ça peut être un petit peu compliqué. Pour ma part, c'est vrai que j'ai pas forcément bénéficié d'aide spécifique. Je me suis quand même beaucoup débrouillée par moi-même. Après, ce sont aussi des qualités qu'on développe en tant que jeune aidant. On voit effectivement beaucoup plus le côté positif, comme par exemple la résilience, l'autonomie, la polyvalence, l'empathie aussi envers autrui, c'est important. Donc voilà, c'est vrai que ça s'est présenté un petit peu de cette manière-là. Je rebondis sur le thème effectivement de cette journée sur les danses et le deuil. Alors moi, effectivement, c'est aussi cette période-là où j'ai été confrontée à mon premier deuil, puisque malgré effectivement le fait qu'il y a eu l'avancement de l'âge, mes grands-parents sont décédés à une année à peu près d'intervalle. Mon grand-père ayant quand même eu beaucoup de soucis cardiovasculaires, problèmes cardiaques, AVC, et effectivement, il a développé la maladie d'Alzheimer, en tout cas de manière assez progressive, puisque moi, à terme, il ne me reconnaissait plus, et il devenait très, très agressif envers lui-même et envers les autres. Et ma grand-mère, effectivement, ça a été un petit peu de manière identique, c'est que ça a été beaucoup plus... elle, ça a été également un AVC qui s'est produit entre 2017 et 2018, qui lui a fait perdre un petit peu une bonne partie de son champ visuel et son autonomie, parce qu'ils se sont retrouvés tous les deux en maison de retraite. Et c'est vrai que voilà, en tout cas, moi, le premier deuil auquel j'ai été confrontée, ça a été mon grand-père en premier et ma grand-mère ensuite. C'est un peu difficile à accepter quand on n'est pas forcément préparé. Enfin, en tout cas, par exemple, je prends des choses tout bêtes, même sur le milieu médical. Moi, on m'avait pas forcément dit qu'un cadavre, ce serait froid. Donc, effectivement, lors de la mise en bière, en tout cas, ça a été aussi mon premier enterrement. C'est pas non plus forcément une fierté, mais c'est vrai qu'en tant que jeune aidant, on les accompagne jusqu'au bout. On sait qu'ils ont été là pour nous et on les accompagne jusqu'au bout. Et voilà, en tout cas, moi, il y a certaines choses qu'on m'a pas forcément dit. J'étais peut-être un petit peu encore dans l'ignorance de certaines choses. Mais on apprend, effectivement, on apprend beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est important aussi de permettre aux jeunes de pouvoir les assister. Déjà dans la difficulté des tâches qu'ils sont amenés à faire et également à se préparer au décès d'un proche, ça peut arriver. Puisque effectivement, moi, même par rapport au décès de mes grands-parents, mon beau-père, en tout cas, le voir chuter brutalement, c'est pareil, on n'est pas formé à ce qu'est vraiment un AVC. Enfin, en tout cas, à l'époque, on n'en parlait pas autant que maintenant. Donc, c'est vrai que j'avais pas forcément vu, moi, qu'il avait la bouche de travers, qu'il avait... enfin, certains signes avant-coureurs, en tout cas, je ne les avais pas forcément décelés. Et c'est vrai que quand on est aussi jeune aidant, on est un petit peu beaucoup plus abîmé que les autres, on est un petit peu beaucoup plus usé parce qu'on garde tout pour soi. On est épuisé parce qu'on doit assister quand même beaucoup nos proches sur différentes tâches, donc ça a été un petit peu délicat. Même si on a certaines qualités que je dis qui ressortent. Donc moi, l'objectif aussi, c'est un petit peu de me battre, de faire de la prévention auprès des jeunes pour dire il existe des solutions, vous pouvez être aidé et vous pouvez avoir des moments de répit pour que vous puissiez vous retrouver avec des personnes aussi qui sont confrontées à la même chose que vous. Et je fais également avancer beaucoup de choses sur le fait d'être aidant et sur la vie professionnelle parce que le fait, par exemple, que moi, j'ai fait ma licence en 6 années, ça peut être un petit peu mal perçu par les employeurs parce que on peut se retrouver à être nul, à être incompétente, etc. Alors que ce n'est pas ça. Donc je me bats aussi pour que le statut de jeune aidante soit reconnu sur le CV et puisse en tout cas être accepté et valorisé par les différents employeurs. Même si effectivement, voilà, je dirais le plus grand regret que je n'ai pas forcément pu faire, en tout cas, c'est avoir un master. Ça ne veut pas dire qu'à terme, je n'en aurai pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas tenté de reprendre mes études. Ça veut simplement dire que je y arriverai peut-être de manière plus lente que les autres, mais je me battrai et je me suis toujours battue. Il y a aussi cette résilience et cette force quand on est aidante et on ne lâche rien. Ma plus grande devise, c'est « à cœur vaillant, rien d'impossible ». En tout cas, depuis lors, ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Et en tout cas, le fait d'avoir été aidante avec ma famille, on a pu en tout cas essayer de jouer un petit peu sur l'autodérision, en tout cas de leur maladie, on a pu jouer la carte de l'humour. Et le fait effectivement de s'être un petit peu libéré aussi, moi en tout cas la musique et la danse m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça que j'incite aussi les jeunes à pratiquer une activité.
pour pouvoir en tout cas ne pas entériner les émotions qui seraient bloquées en nous et pouvoir les libérer, pouvoir effectivement être pleinement nous-mêmes et assumer la personne géniale que l'on est. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci en tout cas de m'avoir accordé cette opportunité de témoigner. Alors, donc première fois où je fais une intervention sans diaporama, donc j'espère que je vais être suffisamment captivante pour que vous teniez jusqu'au bout. Alors, je l'ai prévu en 3 temps. Premier temps, alors d'abord je me présente sous mon autre casquette parce que donc je suis maître de conférence à l'Université Paris-Cité en psychologie du développement, mais je suis aussi référente pédagogique santé et handicap. Donc ça c'est indépendamment de ma responsabilité en tant qu'enseignant-chercheur, et donc je ne suis pas affiliée ni à un laboratoire ni à un service d'enseignement. Donc je suis amenée à pouvoir recevoir tous les étudiants de l'Institut de psychologie qui souhaiteraient entamer les démarches pour pouvoir bénéficier ce qu'on appelle d'un PAEH, un plan d'accompagnement des étudiants en situation de handicap, qui va donner droit à un certain nombre d'aménagements et qui vont être contractualisés donc, par ce PAEH. Alors, donc, quand Cécile m'a proposé d'intervenir, j'étais un peu effrayée en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter qui soit pertinent ?» Et puis finalement est venue l'idée d'un parallèle entre des étudiants qui peuvent être en situation de handicap et finalement les jeunes aidants qui vont devoir traverser cet accompagnement d'un parent ou d'un proche jusqu'à traverser la période de deuil suite au décès de ce proche. Et donc pour un peu alimenter ma réflexion, j'ai rencontré 2 étudiantes qui m'ont livré leur témoignage, 2 étudiantes donc, de l'Institut de psychologie. Et mon questionnement portait autour de est-ce qu'elles ont fait appel au dispositif qui était pensé pour accompagner les jeunes aidants à l'université, et si ça n'est pas le cas, pourquoi ? Partons, ayons une démarche empirique, qu'est-ce qui se passe en vrai dans la vie des étudiants. Donc ça, ce sera ma première partie d'intervention. La deuxième, c'est essayer d'identifier quels sont les freins qui vont limiter la possibilité des étudiants jeunes et aidants à venir entamer la démarche pour disposer de ces dispositifs qui ont été pensés pour eux et qui ont été votés. Donc c'est un cadre, un dispositif qui a été entériné par le conseil académique de l'université, donc qui est légal, qui vient encadrer ces aménagements. Et puis la troisième partie de mon intervention, c'est sur les leviers, sur quoi est-ce qu'on peut agir pour faciliter justement la possibilité des jeunes aidants à venir recourir à ces dispositifs auxquels ils ont droit. Alors, donc ma première partie d'intervention repose sur le témoignage donc, de ces 2 étudiantes. La première me rapportait que dans le cadre de sa première année de licence dans une université parisienne, elle a dû accompagner son père qui a développé un cancer et donc qui a nécessité une chimiothérapie, etc. Donc pendant 2 années, elle a accompagné son père aux séances de chimio. Pendant toutes ces années, donc elle a fait toute sa licence dans ce contexte d'une maladie chronique, invalidante, grave, avec une issue malheureusement fatale. Donc elle n'a jamais eu... elle n'a pas bénéficié de dispositifs particuliers. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de régimes spéciaux d'études pour les jeunes aidants. Donc aucune connaissance de ces dispositifs. Et les difficultés qu'elle a rapportées, eh bien, c'était de pouvoir bénéficier d'un emploi du temps souple, pour pouvoir accompagner son père pendant les séances de chimio, de pouvoir aussi bénéficier d'un preneur de notes, c'est-à-dire de ne pas s'en remettre à son réseau d'amis, d'étudiants qui va être là, prendre des notes, pas prendre des notes, être attentif, pas attentif, on lui demande, on est en dette par rapport à l'autre, donc ce qui crée une asymétrie dans la relation et peut venir impacter donc la dynamique de cette relation. Le fait de devoir apporter des justificatifs par rapport aux absences, qu'est-ce qu'on apporte comme justificatif ?
comment ça s'appelle, le certificat de passage à l'hôpital pour le père, donc ça veut dire révéler, parce que le papier il est en tête, donc on sait où le père a été. Donc est-ce qu'on a envie de divulguer ces informations auprès de la scolarité, auprès d'un enseignant? Un retentissement financier aussi très important, puisque cette étudiante m'expliquait que pendant la maladie de son père, les ressources du foyer étaient telles qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une bourse, donc elle devait en plus travailler. Voilà, donc on voit quand même un cumul de difficultés rencontrées par cette étudiante. La deuxième que j'ai interviewée, elle a fait donc elle, c'était pour l'accompagnement de grands-parents. Vous parliez de grands-parents précédemment. Donc là aussi, où il y avait un relais entre les différents petits-enfants, mais néanmoins, elle tenait aussi à être présente. Et là encore, elle n'avait pas connaissance du dispositif de régime spéciaux des études, donc elle n'y a pas fait appel. Elle a choisi les cours non pas en fonction de son intérêt pour les cours, mais en fonction de la possibilité d'y assister en distanciel pour être à la maison, pour pouvoir être présente pour les soins dédiés aux grands-parents. Et puis les cours en distanciel aussi pour limiter les déplacements. Donc on voit là qu'il y a un retentissement très important à travers ces deux témoignages d'étudiants. Alors qu'est-ce qui existe à Paris-Cité? Je vais uniquement parler de Paris-Cité puisque je ne connais pas les autres dispositifs dans les autres universités. Donc le Sénat académique à Paris-Cité a voté en 2023 donc, un cadre légal qui autorise les étudiants jeunes aidants à pouvoir avoir recours à des régimes spéciaux d'études donc, qui vont s'accompagner d'un certain nombre d'aménagements techniques, pédagogiques et humains. Alors ces demandes de régimes spéciaux des étudiants, c'est encadré par la loi. Donc théoriquement, ce n'est pas au bon vouloir de la personne à qui on va s'adresser. Le texte est voté avec des conditions particulières, etc. Néanmoins, il y a un certain nombre, pour établir le dossier, il y a un certain nombre de justificatifs à fournir. Là encore, ça pose la question, qu'est-ce qu'on apporte comme justificatif? Qu'est-ce qui est considéré comme étant finalement valable, recevable? Et comment est-ce que ce dispositif il peut être révisé en fonction aussi de l'évolution de la maladie ou de la situation de handicap du proche aidé? Donc, bien que ce dispositif-là existe à Paris-Cité, j'en discutais avec Aurélie tout à l'heure, il semblerait, malgré les campagnes de sensibilisation, je ne sais pas combien il y a d'étudiants à UPC, mais 60 000, 2 étudiants ont fait appel à ce dispositif. C'est-à-dire, ont téléchargé le dossier à remplir pour avoir droit à ce régime spéciaux des études. Alors, quels sont les freins qui pourraient expliquer? Alors, je n'ai pas du tout de données scientifiques. Là, c'est juste le fruit de des petites pistes. Alors, si vous en avez d'autres, je suis preneur. En même temps, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit. Et donc, déjà, est-ce que l'étudiant se reconnaît comme étant un jeune aidant? Parce que là, on a beau avoir des définitions scientifiques, etc. Néanmoins, dans l'expérience, le savoir expérientiel, est-ce qu'à un moment donné, on va se considérer comme étant un jeune aidant? Est-ce que l'université elle-même, elle vulgarise suffisamment ces notions de qu'est-ce que c'est qu'être un jeune aidant pour les responsables pédagogiques qui sont au plus près des étudiants, la scolarité, où ils les voient à chaque fois quand il faut apporter un document justificatif, etc. Mais les autres étudiants eux-mêmes n'ont pas de connaissance de ce concept de jeunes aidants. Alors, quand bien même l'étudiant saurait ce qu'est un jeune aidant, qu'il se considère lui-même comme étant un jeune aidant, est-ce qu'il a envie d'être identifié comme tel? C'est-à-dire que soit rendu visible son statut de jeune aidant. Et donc qu'il y ait comme une forme de handicap invisible là qui puisse s'apparenter à sa situation. C'est-à-dire la peur du déni, la peur de la stigmatisation, la peur d'être jugé, etc. par les autres.
Donc ce caractère de visibilité, d'invisibilité du statut de jeune aidant, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à aller questionner. L'autre frein, ça peut être l'imprévisibilité finalement des absences. C'est-à-dire que là, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas planifier. Donc ça veut dire que sans cesse, on doit être dans un emploi du temps qui est révisable, changeable. Or, comment entériner ça à travers un cadre qui est quand même relativement strict? Une des deux étudiantes me disait aussi l'épuisement physique, moral, mental, cognitif, social lié au statut de jeune aidant qui va venir obérer toute possibilité d'engager les démarches. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de personne qui est identifiée, se lancer sur le site du PC pour aller chercher finalement quelle est la bonne rubrique, où est-ce que je dois cliquer, comment je complète le dossier, alors que je suis en train d'accompagner en fin de vie mon grand-père, ma grand-mère, ma mère qui a un cancer, etc. Donc on comprend que dans les labyrinthes comme ça, des portails informatisés, l'étudiant a peut-être besoin là, d'avoir un soutien, ne serait-ce que pour constituer le dossier lui-même et repérer les éléments importants. Alors, quels pourraient être les leviers? Donc là, je vais donner quelques éléments. Quels pourraient être les leviers? Le fait de rappeler aux étudiants qu'est-ce que c'est que d'être jeune aidant. Donc ça, c'est ce que vous allez faire, hein, la promotion de la sensibilisation, l'explicitation auprès des étudiants. Mais rappeler que c'est un cadre légal qui a été voté au Sénat académique. Donc ça oblige l'université à contractualiser les engagements pris vis-à-vis de ce statut de jeune aidant. Deuxième piste, à mon avis, c'est sensibiliser les enseignants eux-mêmes et le personnel administratif, la scolarité, sur qu'est-ce que c'est aussi que ce statut de jeunes aidants et le droit qu'ils ont à pouvoir bénéficier d'un régime spécial au niveau des études. Pouvoir identifier clairement au sein de chaque pôle, alors moi je parle de l'Institut de Psycho, quels sont les référents administratifs et pédagogiques auprès desquels les étudiants vont devoir s'adresser, s'ils le souhaitent, au moment où ils le souhaiteront. On a vu que quelquefois ça peut prendre du temps avant de faire cette démarche. Et puis évidemment, sensibiliser les étudiants eux-mêmes, et je pensais là à pouvoir utiliser les réunions de pré-rentrée qui sont faites de manière systématique auprès des étudiants de L1, L2, L3, M1, M2, les doctorants, lors de la journée d'accueil des doctorants, pour pouvoir non seulement parler des dispositifs pour les étudiants en situation de handicap, mais aussi pour les étudiants qui sont jeunes aidants. Parce que je voudrais conclure là-dessus, vous l'avez dit, les étudiants jeunes aidants peuvent aussi eux-mêmes être porteurs d'un handicap. Donc avoir des difficultés cumulées, non seulement d'être jeune aidant, mais aussi d'avoir des difficultés propres. Voilà mes petites réflexions. Qui n'amènent pas de... Enfin, sauf si vous avez des... Ouais, merci beaucoup Nathalie pour tous ces éléments. Merci à distance à la jeune aidante qui a bien voulu... donc juste pour qu'on puisse vous libérer assez vite pour ceux qui ont des trains, Nicolas me rappelait qu'il y aurait un numéro spécial dans quelle revue, je ne sais pas. Voilà. Et que donc on compte sur vous pour éventuellement reprendre vos communications à l'écrit pour qu'on puisse les collecter dans cette revue. On vous remercie tous pour votre présence et pour votre capacité et votre ténacité à supporter les aléas de l'informatique et la demi-heure de retard que nous avons pris dans la figure. Bon, finalement, c'était pas si pire. Voilà, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont aidé, aux petites mains qui sont venues avec moi ce matin pour nous aider à tout installer. Puis merci à Nicolas et à Morgane pour le reste de l'organisation. Je veux bien que vous réapplaudissiez Morgane qui a quand même beaucoup fait. Assis. Et à bientôt pour la suite.